Je suis comme une reine. Clap. Alors, Monsieur Chaillot, on va être ensemble pour la journée. Je m'appelle Monsieur Chaillot. C'est à Chailly à la Chauté. Je m'appelle le coq Monique et j'ai 81 ans. Brigitte Ferrand, 87 ans, 3/4. Oui, j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu des parents qui se sont très bien occupés de nous et qui nous ont beaucoup donné d'amour. Oui, mes parents étaient très, très gentils. Une enfance très, très protégée par une maman poule et un papa normal qui m'a jamais donné de fessée, jamais de gifle, jamais rien. J'avais une sœur qui est décédée avant que j'arrive. C'est-à-dire que moi, maman, elle me portait quand ma sœur est décédée. Donc j'étais le chouchou. Fais pas ci, fais pas ça, mets ton cache-col de 3 tours, mets ton béret, tu vas avoir froid à la tête. J'ai été couvé, quoi. Ma mère jouait beaucoup avec nous. Elle faisait À l'époque, on n'avait pas beaucoup de machines comme il y a maintenant, mais elle faisait beaucoup de choses avec les mains. Sur les murs, elle faisait des ombres avec ses mains. Et nous, étant gosses, on était ravis, on trouvait ça formidable. On était à la sortie d'un tunnel qui venait de la gare, donc on avait la fumée tout le temps. Maman étendait le linge et puis 2 minutes après, elle allait le détendre parce que la fumée, ils chargeaient la locomotive sous le tunnel et après, ça partait, la fumée partait quand ils sortaient du tunnel. Alors, c'était un souvenir. On courait pour retirer le linge et puis on le remettait, puis on repassait un autre train. À cette période où j'étais dans le plâtre et que j'avais un plâtre d'ici à là, ça a été très dur pour moi. Oui, parce que 9 mois à l'été, complètement, c'est très dur. Quand on est jeune, on voit les copines aller à l'école, ils sortent, nous on est allongés dans le lit, c'est vraiment pas la classe. Ça. Et j'ai eu une enfance heureuse, très heureuse, malgré la guerre, malgré les bombardements, malgré les tranchées, tout ça. Une enfance heureuse à jouer, à pas voir le danger que mes parents ont supporté. Voilà, c'est mon enfance. J'avais 10 ans quand les Allemands sont arrivés en 1940. Et passé 4 ans de guerre à Enfranville-la-Mivois, à la sortie de Rouen, là. Et puis on allait à l'école primaire à cette époque-là. Et quand les avions arrivaient, enfin qu'il y avait les alertes, on allait à l'abri. On avait un abri, c'était une tranchée dans la cour de l'école, tout simplement. Ben oui, il fallait se cacher parce que ça bombardait tellement sur Rouen que mon père n'a pas trouvé mieux que... Puis tout le quartier était sous le tunnel, alors pour moi ça ne me gênait pas, je retrouvais mes camarades d'école. On jouait, puis quand il passait un train, ben on se mettait sur le côté. C'était des trains d'Allemands, c'était pas des trains ou des trains de marchandises, de munitions. Hein. Mais non, j'ai un souvenir de ça, de ce tunnel, où pour moi c'était jouer. Je ne voyais pas le danger, forcément à mon âge. Ils avaient démoli Sotteville pratiquement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Sotteville, mais place Voltaire jusqu'au Trianon, là où il y a l'avenue du 14 juillet. Ils avaient rasé tout le quartier, là. On continuait à jouer, à vivre un peu notre vie, quoi. Par contre, il y avait un petit peu les privations au niveau de la nourriture. On ne trouvait pas tout ce qu'on voulait, quoi. Je veux dire, il y avait certaines denrées alimentaires qu'on n'avait plus, quoi. Cette chose de courir dans les abris, de se cacher, on commençait l'école et puis au bout d'1 heure, il y avait une alerte, alors on partait dans les abris. Mais tout ça, ça m'a marqué énormément et c'était resté profond en moi.
Alors que j'étais jeune, hein. J'avais quoi, 4, 5, 8 ans peut-être. J'étais trop petite pour en avoir pris vraiment sentir tous les événements qui se passaient comme j'aurais dû les sentir. Mais à 2 ans, on ne se rend pas vraiment compte de la bien de la vie. Hein. J'aurais été plus vieille, j'aurais eu 7 ans, je me serais peut-être mieux rendu compte. Parce que ma sœur aînée, elle devait avoir 7 ou 8 ans à peu près. Moi j'avais 2 ans, donc elle en avait 8. Et elle s'est rendue plus compte que moi. Et on avait une maîtresse qui était un peu peureuse, donc on sortait toujours un petit peu avant l'heure, parce qu'il y en avait un qui faisait la sirène dans la classe. Et puis, vous avez entendu, mademoiselle, les avions, ils arrivent. Ah oui, les petits, allez, on va sortir dehors. Donc on sortait dehors, seulement il était 3 heures de l'après-midi, il n'était pas 4 heures. on gagnait 1 heure. Bon. J'écoutais pas la maîtresse. Dans ma tête, je fermais ma tête et puis je disais, bon, bah, elle peut toujours causer. Quand elle aura fini, elle s'arrêtera. J'étais intrépide. Je faisais rien, j'apprenais pas mes leçons. Puis un beau jour, elle a convoqué maman en disant, je peux plus faire l'école avec Brigitte, si vous seriez gentil de la retirer. C'est là que j'ai vu maman pleurer. J'ai dit, mais pourquoi elle pleure? Moi, je suis contente, hein. On m'a éduqué, oui, pas faire ci, pas faire ça, mais bon, moi j'étais pas turbulent, alors il n'y avait pas beaucoup d'éducation à faire, j'étais relativement calme, et en même temps j'écoutais, je discutais pas. Mes premiers prix, c'était dans une salle des fêtes, mais maman avait invité ma marraine, mon parrain, tout le monde. Alors, j'étais sur la scène, et puis tout prix d'excellence, machine, prix de sagesse, pas tout. Puis j'étais restée toute seule. Premier prix d'espièglerie, Brigitte Duhamel. Oh là là, mon parrain, ma marraine, toute la famille était là, ma grand-mère. Oh, mon Dieu, la tête à maman. J'ai eu cette fameuse maladie là, de mon dos, donc j'avais le droit de reprendre l'école de 14 à 16 ans. Vu que j'avais perdu des années de maladie, j'avais le droit de reprendre l'école de 14 à 16 ans. Et j'ai pas voulu reprendre parce que je me suis dit, je me trouvais avec des filles de 12 ans, et j'ai dit, je vais avoir honte. Ça, je sentais que j'aurais eu honte. Alors j'ai dit non. J'ai dit à mes parents, je ne retourne pas à l'école. Et j'ai peut-être fait une bêtise parce que j'aurais peut-être dû retourner à l'école puis passer mon certificat d'études. Parce qu'à l'époque, le certificat d'études, c'était primordial. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir mon certificat d'études, parce que la directrice ne voulait pas me présenter, puis maman pleurait. J'ai toujours vu maman pleurer à cause de moi. Et puis, elle a dit, oh, non, je ne la présenterai pas. Alors maman a dit, bah, je la présente comme candidate libre, sachant que puis je l'ai eu. J'ai eu mon certificat d'études à 15 ans, hein, alors que c'était 14. J'avais redoublé sûrement. Je ne me suis pas rendu compte. Et puis après, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Comme j'étais manuel, moi, je suis manuel, hein, je suis pas bouquin, pas trop quoi. Manuel, donc j'ai appris un métier. J'étais à l'école Marcel Samba à Sotteville comme élève, quoi. Puis à l'atelier, je tournais toujours entre 13 et 15 de moyenne. Et le jour du CRP, 19. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. La pièce, j'étais le 2e de l'académie de Caen. En plus, mes parents ne voulaient pas que je fasse le travail que moi, ça ne m'aurait plu. Alors du coup, ça m'a stoppé net. J'ai dit, puisque c'est ça, bah, la première place qui se présente, je la prends. Pouf. Et j'ai été travailler en confection. Chose qui n'était pas terrible pour mon dos. Hein. Il a fallu quand même que je me mette un petit peu à devenir adulte. Alors maman m'avait présentée dans une épicerie fine dans le haut de la rue Cauchoise pour que j'apprenne quelque chose. J'avais quoi, 16 ans? Et là, j'ai fait que des bêtises. J'ai cassé des bouteilles de vin. Alors, ils ont dit à maman, écoutez, elle est gentille, votre fille, on ne peut pas la garder. Alors maman pleurait.
C'était comme ça, j'étais pas facile à vivre. J'ai une amie qui travaillait chez Étienne Le Bâtard. Elle travaillait dans le secrétariat. Et on avait besoin de personnes pour faire des commandes dans cette maison de gros. Alors, elle me dit, Monique, est-ce que ça t'intéresserait? Il manque de personnel chez Étienne Le Bâtard. Bah, j'ai dit, écoute, je peux toujours essayer. J'ai dit, je verrai bien. Et je me suis présentée, j'ai été prise et j'ai travaillé 8 ans. Alors j'ai été comme préparatrice de commande. Bon, c'était pas un grand niveau, mais enfin, et de temps en temps, j'allais à la vente. J'ai travaillé un petit peu dans un atelier de mécanique pendant un an et demi, puis après l'armée est arrivée. Donc je suis rentré à l'armée. Et puis j'étais en Allemagne. J'étais militaire en Allemagne. On occupait l'Allemagne à cette époque-là. Et puis 18 mois, et puis après j'ai repris la tenue civile. Mais il n'y aurait pas eu la guerre d'Indochine, je serais resté dans l'armée. Et je me suis plu, et je sais que j'aurais pas eu un deuxième enfant, que la vie ne serait pas passée comme j'aurais voulu, je serais partie retourner travailler. Parce que mon directeur était content de moi et il m'avait dit, même à ce moment-là, j'avais repris mon jeune fille, il m'avait dit, Mme Vaubaillon, si vous voulez revenir un jour, vous pouvez revenir, votre place est toujours là. Alors ça m'a fait plaisir, parce qu'il était content de moi, sûrement. Et puis, je suis pas revenue, parce qu'après j'ai connu mon mari, et puis j'ai eu un troisième enfant. Alors mon mari m'a dit, travailler avec 3 enfants, t'as pas un gros salaire, ça vaut pas le coup. J'ai une amie qui était chef de rayon. Elle m'a dit, il faut que tu rentres aux galeries, je vais faire tout mon possible. Et puis je suis rentrée aux Nouvelles Galeries comme vendeuse en mercerie. Et je suis tombée sur une chef de rayon qui était formidable. Puis qui m'aimait bien parce que j'étais pas méchante en fin de compte. J'étais paresseuse, envie de jouer plutôt que de travailler. Et après, il y a eu un poste au bureau du crédit. Et là, je suis rentrée là, puis j'ai monté de grade. Tout s'est éclairé dans ma tête. Hein. C'est des fautes d'orthographe que je faisais, tout ça. Non, c'est arrivé que j'ai fini ma carrière, ma carrière, elle n'a pas été longue aux galeries parce que j'ai rencontré mon mari. C'était pas compliqué, c'était mon voisin. Donc il est parti en Algérie, il est venu nous dire au revoir parce qu'il était maigre comme un clou, il était fragile. Hein. Et enfin, il n'était pas malade, mais il n'était pas costaud. Hein. Ça s'est fait là, Saint-Adrien, justement. Vous dansez, mademoiselle? Ah mais non, je n'ai pas dansé. Moi non plus, ça tombe bien. Alors on a dansé, puis on a dit, bon, puis dimanche prochain, qu'est-ce que... je reviens au bal, moi aussi. Puis voilà, puis petit à petit, on s'est présenté aux parents, parce qu'à cette époque-là, il fallait voir les parents. Bon. Et quand il est rentré d'Algérie, il avait pris au moins 10 kilos, s'était étoffé, il avait une belle mèche blonde là, qui était par le soleil, forcément. Et puis, moi j'étais contente, j'ai rencontré mon voisin, j'étais contente. Et puis, un jour, on dit on va faire une balade en vélo, puisqu'on n'avait pas autre chose. Alors on est parti avec un autre voisin qui avait mon âge, Philippe, qui revenait d'Algérie, ma sœur, mon frère. On est partis tous les 4, après le pique-nique, et puis on a fait le château de Robert-le-Diable, tout ça en vélo. Et puis tout d'un coup, Philippe s'arrête et puis il me dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Il y a Daniel, il voudrait te fréquenter, il voudrait... Ah non, j'en voulais pas du voisin. J'ai dit, non, tu lui dis que j'ai un fiancé à Paris. À Paris, qu'il me dit, Philippe. J'ai dit, oui, tu vas dire ça. Alors, il va y dire, non, Brigitte, elle veut pas. Je ne savais pas comment faire. Et puis, en fin de compte, il me dit, c'est vrai, tu as quelqu'un? J'ai dit, non, je suis célibataire, tu sais.
J'avais quand même 23 ans, vous vous rendez compte? J'étais très gamine, hein, je jouais bien à la balle encore à 23 ans, j'étais pas mûre. Alors, un soir, il me dit: «J'irai te chercher à la sortie des galeries». Je travaillais aux Nouvelles Galeries, dans un bureau. «Je viendrai te chercher, bah, si tu veux, on montera ensemble». Et puis, c'est là que ça a commencé mais on a rencontré le fameux copain qui voulait me fréquenter. Alors on savait plus quoi dire, enfin, ça s'est bien passé quand même, mais on n'a pas voulu parce qu'il était à notre messe de mariage. Voilà. C'était comme ça de notre temps. Enfin, maintenant, il y a le piano, là, Internet. C'était encore l'époque où on se mariait et puis c'était pour la vie, hein. C'était c'est c'était comme ça, les parents nous avaient éduqués comme ça. Et puis, bah, on a décidé de se marier, et c'est parti comme ça. J'étais contente. J'étais enceinte de Sandra, de presque 2 mois, et j'étais très contente de me marier avec mon mari, oui, oui. Pour moi, c'était mon plus beau jour, oui. Quand je me suis marié, quoi, c'était une journée un peu spéciale par rapport aux autres. On se mariait qu'avec les parents, et avec ses parents à lui, mes parents à moi, et mon frère Gilbert. Et nos enfants, réciproques. À l'époque, c'était très simple. Il n'y avait pas grand... on n'allait pas au bal à Saint-Adrien. Je veux dire, c'était... Les mariages, ça avait été un mariage très simple, hein. Entre la belle famille et mes parents, on a mangé ensemble, puis c'est tout. Mais c'était pas dans un autre lieu. C'était pas au restaurant ni à des trucs comme ça. C'était pas l'époque. À cette époque-là, c'était pas comme ça. On était invités une semaine chez les grands-parents, puis les beaux-parents, et puis ainsi de suite, quoi. Et puis nous, ben, il y avait toute ma famille, puis mes frères, j'avais mes collègues de travail, et lui, il n'avait personne, le pauvre. Et ça fait rien, on s'aimait tellement qu'on aurait pu traverser la mer à la nage tous les deux, tellement on s'aimait, on aurait été au bout du monde tous les deux. À l'époque, on n'a pas peur. On n'a pas peur de se retrouver sans presque rien d'argent. J'ai dit, on va se payer le restaurant quand même. C'est pas tous les jours qu'on se marie. Et puis on est dimanche à la campagne, avec mes parents puis mes beaux-parents, puis on a passé une bonne journée. C'était merveilleux. Oui. Quand on se mariait, les parents disaient « Attention, je sais pas que tu as bien choisi, si tu as mal choisi, c'est pas la peine de continuer. » Net. Quand j'ai connu Philippe, on a sorti ensemble, mais on ne s'est pas encore embrassés, hein. On s'est embrassés le jour du Tour de France, qui était à Rouen, place de la Cathédrale. C'était la première fois. J'avais 23 ans. Je me demandais si j'avais pas de bonne sœur. Oh, et puis là, c'était le grand amour. Bah, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, est-ce que c'est ça? Pas dégoût, non, je peux pas dire, mais toutes les filles en faisaient un plat. Moi, il me semblait qu'il n'y avait pas de quoi faire un plat. Ah, moi, il me semblait ça. Mais c'était bizarre. Je suis sortie du car. J'étais un peu bizarre quand je suis sortie du car. Je me suis dit, tiens, bon. J'ai dit, bon, on verra la prochaine fois, peut-être. Moi, je croyais qu'une fois mariée, j'allais être enceinte le lendemain. Je me disais, oh, c'est pas possible. J'avais aucune idée de comment c'était fait, comment ça se passait, aucune idée. Et puis, Philippe a été quand même patient. Lui, il avait connu certainement des filles avant moi, je pense. Oh, oui. Oui, connaissant l'oiseau, oui. Mais
Non, non, moi, c'était vraiment la découverte. Nous, on était très calmes. Disons qu'on était très calmes. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir. Et voilà. On était très calmes, puis bon, c'était comme ça. Où j'étais sur un nuage. Tellement j'aimais mon fiancé. Je crois que finalement, il faut attendre un peu parfois. Il faut attendre d'éprouver vraiment de l'amour pour faire l'amour. Mais parfois, on peut se tromper aussi. Hein. Moi, je m'étais trompée, bon, bah tant pis. C'était formidable. J'en redemandais. Et puis après, on a vécu j'ai vécu des jours, des années très heureuses avec ma femme, quoi. Mais ce que je regrette, c'est de ne pas. Je disais un jour à mon mari, j'avais dit, tu vois, si je m'étais mariée avec toi en premier, bah, j'ai dit, j'aurais les 4 enfants avec toi. J'aurais aimé, que je lui ai dit. Oui, on l'aurait souhaité, mais bon. Oui, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Le gynécologue, là, ma femme, elle me dit, oui, mais non, elle n'avait pas envie, quoi, honnêtement. Puis on avait des neveux et nièces à ce moment-là, ils étaient petits. Mais oui, genre, on a des neveux et nièces, on va les choyer, c'est comme si c'était nos enfants. Puis ça, les années ont passé, et puis voilà, quoi, on n'a pas eu. Mais je trouve que les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, ils se gâchent une belle chose. Hein. Ah oui, il faut des enfants. Parce que non seulement ça rapproche un couple, mais une vie sans enfants, moi, je ne l'aurais pas envisagé. J'ai eu une vie merveilleuse avec mon mari. Dans l'ensemble, je n'ai pas eu de moment difficile. Oui, si, le moment difficile, c'est d'avoir perdu ma femme d'un seul coup, quoi. En l'espace d'une semaine, l'affaire était faite. Elle est rentrée à l'hôpital, une semaine après, elle était partie. La veille au soir, on regardait, je ne sais plus, une émission, puis j'étais fatiguée. Alors il me dit, écoute, tu dors, moi je regarde tout et demain matin je t'expliquerai. Ah ben j'ai dit d'accord, et je me suis endormie, et puis lui, le lendemain matin, il était plus conscient. C'était le début du Covid. Il est parti. Oui, c'était une mauvaise année, des mauvaises années. Ah oui. Oui, elle est décédée relativement jeune. Oui, elle avait 50 et quelques années, quoi. 52, 53, on avait à peu près le même âge tous les deux. On avait 2 ans de différence. Je devais avoir dans les 51, 52 ans quand elle est partie. C'était une drôle de période. Savoir que l'être que vous aimez, est-ce que c'était lui, est-ce que c'était pas lui qui était dans ça? J'en sais rien, parce que c'était la pagaille. Hein. À ce moment-là, il faisait les enterrements à la chaîne, et puis... Ah oui, là, j'ai souffert. Quand on me l'a annoncé, j'ai pas eu d'érection. Rien. Je crois que ça s'est bloqué. J'ai pas pleuré, j'ai pas dit ouf, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai pas pu. Oui, c'était dur. C'est comme ça. Oui. Ça faisait 4 ans hier qu'il était inhumé. Je souhaite à tous les ménages, comme le mien, enfin on appelait ça un ménage, un couple, d'être heureux comme j'ai été heureuse.
Donc la séparation est plus dure. Je me rappellerai toujours, mon père il me disait toujours, attention, tu te maries, mais c'est pour la vie. Bon ben voilà, ça a été pour la vie. J'ai suivi le chef. J'aurais bien attrapé ceux d'à côté, mais je voulais des enfants. Et puis, ça a bien marché. Je me suis mariée en mai 60 et j'ai eu Béatrice en novembre 61. Voilà, puis François en 64. Mon fils, alors lui, il me couve. C'est une mère poule, lui. Oh, marche pas là, tu vas tomber, mais fais ci, fais ça. Il me fatigue. Hein. Mais c'est en lui, ça. C'est son père. Mon mari était très, très, très protecteur. Et François, c'est ça. Oh là là, bon, j'accepte. Par contre, c'est plus difficile quand même. Quand on a des enfants d'un premier mariage, c'est plus difficile. Parce qu'il faut que l'entente soit bonne avec les enfants et puis le mari, quoi. Ça, c'est pas toujours évident, hein. C'est pas évident. Faut y passer pour savoir ce que c'est. Alors moi, je dis à mes enfants, quand ils se sont mariés ou qu'ils sont mis en ménage, je dis, si un jour, vous avez un problème, que ça ne va pas, il y a la maison. Vous pouvez revenir à la maison. Je dis, parce que moi, je ne veux pas que vous soyez malheureux. Quand on se met en ménage ou qu'on se marie, il ne faut pas qu'il y en ait un qui lève la main sur l'autre. Il ne faut absolument pas. On peut discuter. On a chacun son opinion. Hein, on n'est pas tous pareils. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais se battre. Du jour qu'il y en a un qui lève la main sur l'autre, c'est foutu. Parce qu'il recommence toujours. Pour moi, il recommence toujours. Moi, il l'a fait pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, j'ai toujours pris sur la goule. Je me reprends un petit peu. Il y a des moments que on voudrait aider nos enfants et qu'on ne sait pas toujours comment faire. Parce qu'ils passent des gros problèmes et on ne sait pas comment les aider. Il y a des moments. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois que je n'ai pas su vraiment comment l'aider au mieux. Mon gars mon fils aîné a passé un très gros moment et je me demande si j'ai bien su l'aider. Mais c'est pas évident parce que on est des personnes qui aiment son enfant, mais on ne sait pas comment leur parler, parce qu'on n'a pas appris à aider nos enfants. On est la mère, on n'est pas une personne qui est de l'extérieur pour pouvoir l'aider, on ne sait pas comment l'aider. Et ça a été un très très gros mauvais moment. La vie de maintenant, c'est plus la même que de mon temps. Hein. C'est plus pareil. Hein. On se met en couple, on part, on revient, on en prend une autre. Moi, je suis vieux jeu. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. Moi, personnellement, je préfère ma jeunesse à celle de maintenant. Je voudrais pas être jeune maintenant. Voilà, c'est tout. C'est parce que maintenant, il faut avoir du bagage, et puis si on en a trop à travail, et puis bon, il faut se battre plus que nous, on s'est battus. Moi, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de profiter de la vie, de ne pas se mettre trop de temps en ménage, qu'ils profitent un peu, parce que du jour qu'ils sont avec quelqu'un, d'être fidèles. Et de ne pas se laisser battre, surtout. La chouette qu'une chose, c'est que
les jeunes de maintenant soient plus heureux que nous, on l'a été. Mais enfin, on n'était pas trop malheureux, parce qu'il y avait un esprit de famille qui a peut-être moins maintenant. Mais c'est-à-dire que c'est une question d'indépendance de la jeunesse qui a pris un petit peu son indépendance au niveau des parents. Ils commencent à voler de leurs ailes de bonheur, tandis que nous, on était couvés pendant encore un petit bout de temps. On se contentait de moins de choses et on vivait heureux. On se contentait de moins de choses. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est sûrement par la faute des jeunes, mais il y a une vie qui leur faut beaucoup plus de choses que nous, on a eu. Et c'est, je crois, parti trop en avant. Je pense qu'on n'aurait pas parti si vite dans le modernisme, les jeunes seraient encore heureux. Parce qu'on ne les voit pas tellement avec le sourire, certains jeunes. Je me demande comment va devenir l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça me préoccupe beaucoup. D'éviter de faire des guerres, surtout. Mais ça, par contre, ça ne marche pas parce que ça continue toujours. Ouais. En ce moment, ça ne s'arrête pas. C'est là-bas, en Orient, c'est les Russes, les machins, les trucs, qui continuent toujours à faire des guerres. De différence de race, tout ça, qu'on soit tous unis, tous ensemble, tous, qu'il n'y ait pas de limite, qu'on soit... Mais c'est pas possible. Hein. Déjà, de mon enfance, il y avait la guerre, on avait une haine contre les Allemands. Toute petite, on m'a élevée comme ça, avec cette haine-là. Alors, quand il y a eu, après la guerre, les villes qui se rapprochaient, tout ça, mes parents ne voulaient pas que l'Allemagne soit avec nous. Puis après, moi, je continuais aussi, mais après, j'ai dit, mais non, c'est ridicule. La génération qui arrive, qui est de mon âge, tout ça, on a besoin de communiquer. Par contre, on ne s'occupe pas si c'est des êtres humains qui y vont. Ouais. Et ça, c'est dramatique. Ce qui me fait peur, c'est pour mes petits-fils. Et si jamais il y avait une guerre, quelque chose, ils ont 33 ans, un de 29, un de 33. C'est ça qui me ferait peur s'il y avait une guerre ou une révolution, quelque chose en France. En souhaitant que les générations futures soient un petit peu mieux. Je suis contente de ma vie en général. Hein. Je suis contente d'avoir accompagné mes parents jusqu'au bout, contente d'avoir eu 2 enfants, contente d'avoir rencontré mon mari qui était exceptionnel, ma sœur, mes frères, enfin, comme la chanson. Je suis heureuse de tout ce qui m'est arrivé. Je me sens pas tellement de personnes âgées, moi. C'est drôle, hein? Oui, âgée, mais pas... comment dirais-je? Pas... il me semble que je comprends bien les jeunes, tout ça. Il me semble que je ne suis pas perdue avec des jeunes. On était bien soudés tous les deux, donc on se distrayait, on allait les voir tous les dimanches. On était tout le temps ensemble, tous les dimanches. On était avec mon beau-frère, hein, qui est tout seul maintenant. Mais on était ensemble tous les dimanches. Hein. Voilà, puis mon petit-fils, j'en ai un qui me téléphone toutes les semaines. Et puis ma petite fille de temps en temps. Et puis mes 2 autres petits-fils qui sont un sur Paris, puis un sur Tôte, ils me téléphonent aussi. Je ne suis pas abandonnée. Hein. Puis j'ai des petits-enfants qui sont sortis avec moi. J'ai dit, les petits cochons, ils sont des portables tous. Jamais ils me téléphonent, les cochons. Mais là, je suis en sécurité. Là. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré dans une maison comme maison de retraite, quoi, parce qu'on est en sécurité. Chez soi, on a fermé le gaz, est-ce qu'on n'a pas fermé, est-ce que ça, est-ce que... Non. Je ne pouvais plus rester seul. C'est-à-dire c'est surtout pour la famille.
En disant comme ça, ils savent que je suis en sécurité. S'ils ont envie de voir, ils viennent. S'ils n'ont pas envie, ils ne viennent pas. Puis voilà, quoi. Voilà, j'ai ma vie là au faïencier et je ne changerai pas. Parce que ma fille voulait, après le décès de mon mari, elle m'avait dit « Oh, tu viendras vivre avec moi » et tout ça. J'ai dit « On n'a pas le même âge, on peut pas mélanger 2 générations. Moi, je veux vouloir regarder Question pour un champion, elle va vouloir regarder autre chose. On ne va pas avoir les mêmes centres d'intérêt à la télévision. » J'ai dit oui, 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 oui. Puis non, c'est pas possible. Enfin, fin de compte, ma vie est bien remplie. Hein. Si je partais maintenant, je crois que mes enfants auraient un bon souvenir. Ils m'ont pas vu, ou ils m'ont vu très mal au moment où j'étais enfermée à la Croix-Rouge. Là, je ne vais jamais ressortir de là-dedans. Si j'ai 81 ans, mais je fais encore des bêtises, hein. Oui, on n'est pas parfait. Hein, puis heureusement, parce que ce sera très sonné, hein, peut-être. Non, je trouve que j'ai une belle vieillesse, malgré le manque de mon mari, mais je pense qu'il est toujours à côté de moi. C'est dur, mais il faut lutter tout le temps. Parce que c'est ça la vie. Hein. C'est une éternelle lutte. Mais quand tu as du bon, allez hop, en profitant en plein. Faire l'andouille s'il le faut, passer pour une andouille, mais c'est pas grave. Parce que moi, à mes 80 ans, j'ai fait l'andouille. Puis j'étais contente. Je ne regrette rien de ma vie. Si c'était à refaire, je referais pareil. Pas la guerre. Hein. Eh oui, c'est une vie. On est plus près de la sortie que de l'entrée. Enfin. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, non.